Donc, bonjour à tous et merci de vous être connectés pour ce 4e webinaire à destination des collectivités. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'application de la loi Egalim en restauration collective. Donc, juste pour rappel, ça ne marche plus. Ah si. Juste pour le bon déroulé du webinaire, juste le temps voilà, des interventions, si vous pouvez couper votre micro et votre caméra pour améliorer la qualité de la visio. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez poser vos questions ou alors lever la main pour utiliser vos micros. On est en petit comité, donc n'hésitez pas à allumer votre micro pour poser votre question directement. C'est plus sympa d'interagir. Et pour information, le webinaire il est enregistré et le replay sera disponible sur notre site internet. Donc aujourd'hui, pour intervenir sur la thématique de la loi Egalim, on aura Émilie Capelli, diététicienne du département du Doubs. Vous pourrez vous présenter tout à l'heure quand on fera un tour de table. Et Béatrice Buteau-Sauger, qui est diététicienne sur la ville de Nantes pour témoigner de la mise en pratique de la loi Egalim. Donc, comment se va dérouler ce webinaire? Donc, on va faire une petite introduction qu'on est en train de faire. Ensuite, on aura Émilie qui nous présentera la mise en œuvre de la loi Egalim. Nous ferons une petite pause de 5 minutes et puis nous aurons ensuite un exemple d'action de la ville de Nantes avec l'intervention de Béatrice. Et puis, on essaiera de garder un peu de temps pour les échanges et pour les réponses aux questions jusqu'à 15 heures. Pour débuter, on va faire un petit tour de table et échanger sur votre humeur du jour, donc en vous présentant voilà, nom, prénom et puis votre fonction et la ville dans laquelle vous habitez. Et puis voilà, choisissez un numéro, un personnage, un paresseux qui vous inspire le plus pour votre humeur du jour. Du coup, je vais commencer vu que je suis en train de parler, mais je pense que certains me connaissent déjà. Donc, je suis Aurélie Turpot, chargée de mission à la SRA Nutrition et j'accompagne notamment les collectivités sur la thématique de la nutrition. Et aujourd'hui, je suis le numéro 2. Je suis plutôt ravie qu'on ait cette thématique de la loi Egalim qui a été pas mal demandée par les collectivités. Donc, on est ravis d'avoir pu maintenir ce webinaire malgré la situation. Je poursuis du côté SRAE, comme ça, ce sera fait. Donc, Florane Dumont, chargée de mission à la SRAE Nutrition, et donc en binôme avec Aurélie sur l'accompagnement des collectivités sur la thématique de la nutrition. Et moi, j'hésite un peu entre les différents bonhommes, mais je crois que je suis quand même le numéro 3. J'en ai un petit peu marre des visios, même si ça permet de se voir, mais voilà, hâte que le présentiel revienne. Et puis, ce que je vous propose après, c'est peut-être que Béatrice et Émilie, vous vous présentiez, puis on passera aux participants. Oui, bonjour à tous. Béatrice Buteau-Sauger. Donc, moi, je suis diététicienne pour la ville de Nantes et moi, je suis assez ravie de parler de mon métier, de mon boulot à Nantes. Donc, je vais dire numéro 2 pour moi. Merci. Donc, bonjour, donc Émilie Capelli. Donc, moi, je suis diététicienne pour le département du Doubs. Je suis comme Béatrice, moi je suis plutôt contente d'être là aujourd'hui et puis de partager nos expériences, donc le numéro 2 aussi. Super, merci. Tu veux que je continue parce que tu n'as pas la liste? Je prends bêtement dans l'ordre de ce qui s'affiche à mon écran. Ensuite, j'ai Alain. Donc oui, Alain Auger, premier adjoint et adjoint école enfant jeunesse de la commune de La Ferrière en Vendée. Et puis, je vais me situer dans le 2 aussi. Je suis content de participer à ce webinaire sur la loi Egalim parce que je pense que c'est un sujet qu'on va vraiment être dans le vif à partir de 2022 au sein de la commune. Merci. Après, j'ai Anne-Marie. Alors, je ne sais pas s'il faut penser bien à activer son micro. On ne vous entend pas. Peut-être que Arthur peut poursuivre. On reviendra. Ah, c'est bon, allez-y. Oui, bonjour, excusez-moi, je n'avais pas entendu. J'ai des coupures en fait pas mal. Donc, je suis Anne-Marie Giquel, je suis directrice du pôle service à la population à la mairie d'Indre. Donc, c'est dans l'agglomération nantaise, 4000 habitants. Et donc, moi, mon humeur, c'est aussi le 2, car je suis contente d'avoir plus d'informations sur la loi Egalim. J'ai pas mal d'attentes, donc voilà, je suis assez contente d'être là aussi aujourd'hui. Super.
Super, merci. Si jamais pendant les présentations, vous avez des questions, il ne faudra pas aussi hésiter à les poser dans le chat. On relaiera pendant les présentations. Du coup, après, Arthur? Et bonjour, moi je suis chargé de mission d'une association à l'île-Dieu qui travaille sur le développement des circuits courts alimentaires. Et donc, on va dire numéro 2 aussi. Ouais. Super, merci. Cathy? Oui, bonjour. Cathy du syndicat mixte Vendée-Cœur Océan, donc en Vendée, qui agit sur 2 communautés de communes. Et moi, je suis chargée du projet alimentaire territorial. Voilà, pour l'humeur du jour, je dirais l'image numéro 1 aujourd'hui avec plein de petits papiers, plein de petites choses à voir et puis en distanciel. Voilà. Merci. Nathalie? Bonjour, moi je travaille à la ville de Saint-Nazaire, je suis la diététicienne de la ville. Et donc le sujet le sujet m'intéresse et je suis très contente de participer à ce webinaire, donc numéro 2. Voilà, je suis à l'écoute de tout ce qui va être dit pendant la séance. Merci. Et il reste, si jamais je ne me trompe pas, Priscille. Oui, bonjour, Priscille Danoé. Je suis chargée de mission sur le PUTR de Longjoubeux, dans le Segréen, nouvellement en charge de l'élaboration d'un PAT et en charge depuis 1 an et demi du contrat local de santé. Et du coup, oui, avec ce nouveau projet, plutôt l'image numéro 1. Super, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont motivés, donc tant mieux. Ça remotive. Ça remotive. Du coup, on va laisser la parole à Émilie pour nous présenter la loi Egalim. Donc, normalement, je pense que vous avez déjà la main, Émilie. Oui, ok, je vais essayer. Non. Si vous cliquez. Ouais, si, ça y est. C'est lent, la réponse, mais ça marche. Donc bonjour, je vais vous présenter donc l'application de la loi Egalim en restauration collective. Donc déjà, la loi Egalim, qu'est-ce que c'est? Donc au départ, c'est une loi adoptée par le Parlement en 2018 qui était là pour permettre en fait un équilibre commercial entre les agriculteurs et la restauration. Donc un des premiers objectifs, c'était permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne. Ensuite, c'était améliorer les conditions sanitaires et environnementales de la production alimentaire en France, renforcer le bien-être animal. Et les 2 derniers grands points qui concernent la restauration collective, c'était favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous et réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire. Donc, c'est ces 2 derniers points qui ont fait l'objet de règlements qui s'appliquent en restauration collective. On a plusieurs items en fait qui vont s'appliquer. On a la qualité des approvisionnements dans l'article 24 dont on va reparler, on va détailler un petit peu tout ça, l'information des convives et l'affichage. On a des nouvelles obligations en matière de nutrition, donc ça c'est le repas végétarien, l'interdiction du plastique, des nouvelles obligations en termes de gaspillage alimentaire et aussi une obligation d'éducation alimentation. Ça on en parle moins, mais en fait c'est quelque chose aussi qui a été introduit dans la loi Egalim. Donc, là, j'ai mis un petit résumé en fait, de ce qui s'applique avec les échéances en restauration collective. C'est que donc, au 1er janvier 2022, on aura tous évidemment 50% de produits durables, dont 20% de bio. C'est bientôt. On a donc un diagnostic obligatoire sur le gaspillage et des autocontrôles, et on doit rendre des comptes sur le gaspillage alimentaire. Les bouteilles en plastique sont interdites depuis le 1er janvier 2020 en restauration scolaire. Et les barquettes en plastique, en fait, suivant la taille de votre restauration, on a des échéances qui vont de 2025 à 2028, donc doivent aussi disparaître. On a un repas végétarien qui est imposé depuis le 1er novembre 2019, on va en reparler, et aussi il y avait des tests d'affichage en matière de nutrition sur certaines collectivités qui ont souscrit à ça. Donc on va essayer un peu de détailler tout ça. Oui, ça y est, ça passe. Donc, les 50% de produits labellisés, dont 20% de bio, en fait, au plus tard, au 1er janvier 2022, donc très bientôt, là, on doit tous avoir atteint cet objectif. Et donc, ce calcul, il se fait en valeur d'achat. Et qu'est-ce qu'on entend par produits labellisés? En fait, ils nous ont fait une petite liste des produits qu'on entend par durables. C'est des produits biologiques ou en conversion.
Alors ça, on l'oublie des fois, mais les produits en conversion comptent dans les bio, en termes d'Egalim, hein. Les produits acquis en tenant compte des externalités environnementales au long du cycle de vie. Donc ça, c'est un calcul que devait nous donner l'ADEME. On attend toujours le calcul, on ne l'a pas. Donc pour l'instant, on n'a aucun produit qui rentre dans cette case. Les produits bénéficiant d'autres signes de qualité ou de mentions valorisantes, ça, on va voir ça dans la diapo d'après. Ils ont donc allongé la liste il y a un décret qui a défini quelles sont les mentions valorisantes. L'écolabel beige durable, donc ça, on a quelques produits en France qui ont ce label. Les produits bénéficiant du symbole graphique en faveur des régions ultra-périphériques de l'UE, donc ça, c'est pour les DOM, les territoires d'outre-mer. Les produits issus de l'exploitation et la certification environnementale, c'est le petit logo que je vous ai mis en bas, c'est le HVE. Et les produits équivalents dans le cadre de la coordination européenne, donc ça, c'est pour les équivalences des pays européens limitrophes éventuellement. Donc, le petit décret, en fait, qui a aussi donc listé les produits sous signe pris en compte, sous signe de qualité. On a le label rouge, on a l'AOC AOP, on a la spécialité traditionnelle garantie, la mention issue d'une exploitation haute valeur environnementale, donc voilà avec le petit logo marron, et le logo fermier ou produit de la ferme, donc aussi qui correspond à un petit logo que je vous ai mis en bas. Donc, en fait, si on... oui, alors la spécialité traditionnelle garantie, oui, j'ai petite allusion, en France, on n'a que la moule de Bouchot en fait, qui rentre dans ce cadre-là. Donc, c'est sûr, c'est assez restreint pour l'instant. Et donc, si on fait un petit récapitulatif de la loi plus du décret, en fait, on a tous ces logos-là que je vous ai mis sur cette page. Donc, les 50% de produits durables, donc c'est tout ça, dont 20% de bio, plus les produits du calcul de l'ADEME qu'on attend toujours. Et donc, à ça, au 1er janvier 2022, donc, on doit avoir 50% de ces produits en valeur d'achat dans nos cantines, dont 20% de bio. Au plus tard, il était écrit dans la loi qu'au plus tard, au 31 mars de l'année suivante, celle de l'exercice considéré, on devait faire un bilan statistique. Donc, au 31 mars de chaque année, en fait, on doit être en mesure de faire un bilan statistique de tout ça et de donner des chiffres et de rendre des comptes auprès de l'État. Alors, c'est les préfectures au départ qui devaient récupérer les données. Après, pour l'instant, personne ne nous a questionné là-dessus. Mais de toute façon, à un moment, il faudra qu'on rende des comptes. Alors, je ne sais pas si Béatrice, elle vous dira un peu plus là-dessus, mais moi, je n'ai jamais eu de questions pour l'instant. L'information des usagers une fois par an sur les produits article 24. Donc, on doit faire une information des usagers au moins une fois par an sur les produits de l'article 24. Donc, c'est-à-dire qu'on est censé communiquer normalement aux parents, les usagers, pour nous, c'est les parents, parce que c'est les élèves qui vont à la cantine. Au moins une fois par an sur notre part de produits de l'article 24. On doit expérimenter jusqu'au 1er novembre 2021 l'affichage obligatoire de la composition des menus. Donc ça, c'est pour ceux qui voulaient l'essayer. On va en reparler après. Et on avait le droit d'utiliser, depuis la loi Egalim, le petit logo fait maison qui avant était réservé à la restauration commerciale. On pouvait l'utiliser aussi sur nos menus. Alors nous, dans le Doubs, on l'a fait. On le faisait même déjà avant. Donc, cette fameuse expérimentation dont on vient de parler, c'était que pour une durée de 3 ans et à titre expérimental, l'État autorisait les collectivités territoriales qui le demandaient à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. Ça voulait dire quoi? Alors, il y a des CROUS qui l'ont tenté, il y a des mairies. C'est qu'on pouvait faire un test sur l'affichage de la valeur nutritionnelle des menus. Alors, la plupart de ceux qui ont essayé ont fait un test en affichant un Nutri-Score. Il y en a aussi qui ont fait d'autres affichages. Donc, il fallait se porter volontaire auprès de la préfecture et dire qu'on faisait un test d'affichage pour voir si ça avait un impact sur la consommation éventuellement des convives. Donc, là, pour l'instant, ça, c'est pas obligatoire. C'était vraiment une démarche volontaire. Alors, moi, dans le Doubs, on ne l'a pas fait. Je crois que Béatrice, vous ne l'avez pas fait non plus. Non plus, je ouais. pas trop de retour de gens qui l'ont fait. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça donne. Alors, le repas végétarien, ça, c'était... donc, pour une durée de 2 ans, on devait, au moins une fois par semaine, instaurer un menu végétarien dans les cantines scolaires, donc. Et cette expérimentation doit faire l'objet d'une évaluation, notamment sur l'impact sur le gaspillage alimentaire, sur le taux de fréquentation et sur le coût des repas. Et on devait transmettre donc au Parlement, au plus tard 6 mois avant le terme de l'expérimentation. Donc là, on y est, puisqu'on a commencé le 1er novembre 2019. Donc, l'échéance, elle arrivait en mars 2021 pour rendre compte. Donc, il y a eu une enquête par un cabinet de consulting qui s'appelle SPQR, qui a été mandaté donc, par l'État
pour nous questionner là-dessus. On a rendu des comptes, nous, on a été questionnés, voilà, on a fait un petit retour là-dessus. Et on devait aussi tous mettre en place un plan pluriannuel de diversification des protéines dans les restaurants collectifs dont on a la charge, donc expliquer, avoir un plan qui doit expliquer qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour diversifier nos protéines. Alors, qu'est-ce qu'on entendait par menu végétarien? En fait, on a une petite explication de texte par la suite, c'est que c'est un menu sans viande, sans poisson, sans crustacés ni fruits de mer. Les alternatives protéiques utilisées sont les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots en grains, etc., associés à des céréales, blé, riz, boulgour, etc. aussi. Et on pouvait utiliser aussi des œufs et des produits laitiers. Ce menu végétarien peut constituer une alternative à d'autres menus dans le cas où plusieurs menus sont proposés. Dans le cas où un menu unique est proposé, il s'agit d'un menu unique végétarien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, dans le Doubs, on a des très petits collèges où il n'y a pas de choix. Le jour où c'est végétarien, c'est que végétarien. On n'a pas le droit de faire un choix que ce jour-là. Par contre, des plus gros collèges où il y a tous les jours au choix 2 plats protéiques, eh ben, le menu végétarien peut être un choix et pas forcément que végétarien ce jour-là. On peut avoir de la viande en face au choix. Mais non, mais il faut que le choix il soit vraiment tous les jours. On ne fait pas le choix que le jour du menu végétarien. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette explication. Sur le gaspillage, bon, il y avait eu déjà quand même avant Egalim, une forte incitation à lutter contre le gaspillage. Donc, ils ont rajouté une couche dans la loi Egalim. Ils ont fait une extension du code de l'éducation où ils nous ont dit qu'il fallait faire une éducation à l'alimentation, à la lutte contre le gaspillage dans les établissements d'enseignement scolaire. Ils ont imposé la réalisation d'un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage en incluant l'approvisionnement durable. Donc, pour ceux qui ne le faisaient pas encore, il fallait faire un diagnostic via des pesées notamment. Rendre public les engagements, encore une fois, il faut communiquer aux usagers, donc surtout aux parents d'élèves, de tout ce qu'on fait en matière de lutte contre le gaspillage. Et donc, l'ADEME doit faire un rapport avant le 1er janvier 2022 sur la gestion de ce gaspillage alimentaire dans la restauration collective. Donc ça aussi, on verra ce que ça donne, parce que l'échéance approche. Il y a eu beaucoup d'extensions de textes de loi sur le don. On ne va pas s'étendre dessus aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet et qu'on n'a pas trop le temps, mais si ça vous intéresse, regardez un petit peu. Il y a eu beaucoup de choses sur l'incitation au don alimentaire et beaucoup d'ouverture là-dessus pour faciliter les dons. Donc toujours dans l'idée de lutter contre le gaspillage. Dans le diagnostic préalable, on doit donc faire une estimation des quantités de denrées gaspillées et de leur coût. Donc ça, inévitablement, il faut passer par des pesées. Et une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article dont on vient de parler. Donc, il faut aussi évaluer ce qu'on a jeté. Ça ne sert à rien d'acheter, en fait, ce que ça veut dire par là, ça ne sert à rien d'acheter des labels rouges, etc. C'est pour les mettre dans la poubelle. Et donc, on a toujours l'obligation de valorisation, mais ça, c'était déjà précédemment la loi Egalim. On a une obligation de valorisation des biodéchets qui s'impose à nous. La loi Egalim, il y a un article aussi dedans, l'article 45, qui a imposé une éducation à l'alimentation. Donc, ils ont ajouté dans la finalité de la politique de l'alimentation et la dimension visant à favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation. Ça veut dire qu'en fait, on nous demande expressément de faire de l'éducation à l'alimentation, alors soit sur le temps de repas, on ne sait pas trop, soit pendant le temps scolaire, mais il y a une obligation de faire quelque chose pour faire de l'éducation à l'alimentation. On a interdit évidemment aussi, ça vous avez forcément entendu parler, tous les contenants en plastique. Donc ça, les échéances, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles étaient étalées en fonction de la taille de votre restauration. Donc j'avais plus de bouteilles en plastique. Alors ça, avec le Covid, c'est revenu, malheureusement, c'est un peu revenu sur les tables. Bon, c'est reparti, mais... Et ce qui pose problème sur des grosses cuisines, ça Béatrice vous en parlera mieux que moi, c'est vraiment l'interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique, parce que là, c'est sûr que pour ceux qui avaient tout un système basé là-dessus, c'est très compliqué. Alors, concernant le repas végétarien, en fait, le CNRC, le Conseil national de la restauration collective, nous a donné des recommandations. Alors là, on n'est pas dans des obligations comme les fréquences de l'arrêté du 30 septembre 2011 qui nous impose tant de poissons, tant de crudités en entrée. On est vraiment sur des recommandations. Quand vous faites un cycle de 4 ou 5 semaines pour vos 20 repas, ils ont préconisé un plat maximum à base de soja, 2 plats
minimum à base de céréales et légumineuses, l'association céréales-légumineuses, un plat maximum à base de fromage parce que c'est gras et salé, et un plat à base d'œufs pour compléter. Donc le plat à base de soja, c'est pareil, ça contient des phytoœstrogènes, donc c'est vraiment un maximum. Et évidemment aussi essayer de choisir des recettes dont le rapport protéines sur lipide est supérieur ou égal à 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le GMRCN, donc ça c'était une préconisation aussi. On a 2 plats maximum sur 20 qui doivent dépasser ce taux et ça s'applique aussi aux repas végétariens. Donc comme je viens de vous dire, voilà, le soja, on essaye de ne pas en mettre plus d'une fois sur 20 repas parce qu'il contient des phytoœstrogènes et que l'ANSES avait recommandé déjà en 2005, ils avaient mis un seuil de sécurité. Et quand on fait le calcul, voilà, il faut essayer de ne pas dépasser une fois sur 20 repas le plat à base de soja. Le PNNS nous disait aussi d'éviter les produits ultra transformés. Alors ça aussi, c'était la solution de facilité qu'on a tous eu un petit peu au début. C'est quand on a commencé avec les repas végétariens, on a testé ce genre de produits. On nous a mis ça, mais ça pourrait être autre chose. Alors, on a une liste qui est un peu longue et un peu trop touffue. Voilà, c'est pareil, c'est essayer d'éviter d'en mettre pas plus d'une fois par cycle et de bien regarder ce qu'on achète. Il y a des choses qui ne sont pas terribles, mais il y en a d'autres qui sont parfois plus intéressantes. Les repas végétariens, ça permet d'introduire aussi plein de nouveaux aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer régulièrement, par exemple des fèves ou des pois chiches plus souvent, des pois, des lentilles. Et on sait que c'est des aliments qui contiennent des allergènes qui ne sont pas à déclaration obligatoire. Donc le soja, quand vous en mettez, vous l'affichez. Par contre, les farines de pois, de lentilles, etc., il y a beaucoup maintenant de gens allergiques et ça ne fait pas partie des affichages obligatoires et c'est un vrai problème en fait pour les allergiques. Parce que des fois c'est caché et on ne s'en rend pas compte. Notamment les farines de pois, il y en a de plus en plus et on ne les voit pas. Donc ça, essayez d'y penser de temps en temps. Quand vous mettez du pois, dites attention, il y a du pois. Dans le doux, on a fait un petit outil, c'est qu'il y a un fichier Excel en fait qui nous permet d'évaluer ce gaspillage, le coût et la fréquentation. Donc c'est un bête fichier Excel qui est en 3 onglets. Hein. En fait, je remets les dates de l'année scolaire, ils écrivent le poids de leurs déchets. Sur un autre onglet, ils écrivent la fréquentation, ça fait le calcul. Et en fait, là, dans la colonne verte, on met si c'est un repas végétarien ou pas et ça nous calcule la différence en gaspillage, en coût et en fréquentation. Bon, pour l'instant, ce qu'on observe, c'est qu'en gaspillage, on est à peu près pareil. En coût, on est bien moindre, évidemment, on est à peu près 10-15% de moins sur un repas végétarien. Et en fréquentation, on est stable parce qu'ils sont captifs dans des collèges. Et de toute façon, que ce soit végétarien ou pas, s'ils sont inscrits à la cantine, ils viennent manger. Il y a eu un communiqué de presse au mois de décembre. On n'a pas eu la suite de l'histoire pour l'instant, mais donc le gouvernement a lancé un label national anti-gaspillage dont les restaurations collectives pourront se doter si elles ont envie. Donc, pour l'instant, on n'a pas le décret. Non, si on a le décret, mais on n'a pas le détail de ce label, de savoir comment il faut l'avoir et qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais le but, là, c'est vraiment d'essayer de faire un petit peu d'émulation et de se dire, voilà, moi, je suis labellisée anti-gaspillage. Donc, ça peut être intéressant en termes de communication. Ils ont aussi mis en ligne un site très récemment, au mois de janvier ou février, je ne sais plus trop, qui s'appelle macantine.beta.gouv, où on peut diagnostiquer sa cantine sur les mesures de la loi Egalim. Donc, vous allez sur ce site, puis vous cliquez sur les petits items, ça pose des petites questions, c'est assez rapide. Ça vous permet de vous situer dans toutes les réglementations qu'on vient de citer, où est-ce que vous en êtes et quels sont les points forts et les points faibles. Voilà, j'ai été un peu vite. Les contrats en temps, peut-être 13h58, je suis pas mal. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont des questions ou qui veulent repréciser certains éléments par rapport à la loi ? Oui, bonjour, moi je veux bien m'exprimer. Donc Cathy, de Vindécœur Océan, chargée du projet alimentaire territorial. C'était moins une question sur la loi Egalim que sur l'outil d'aide à l'évaluation que vous avez mis en place dans le Doubs. Est-ce que ce serait possible de repasser cette diapo et repréciser un petit peu les choses? Le fichier Excel? Oui. Celui-là? Tout à fait. Alors oui, en fait, c'est un fichier Excel je peux vous l'envoyer après. Hein. En fait, comme on voit, je ne sais pas si on voit bien sur la photo,
il y a une case par jour de l'année scolaire. Ils remplissent en fait le poids de leurs déchets ce jour-là. Par exemple, là, si le 2 septembre, j'avais 30 kilos, bah, je mets 30 kilos. Il y a plusieurs onglets. Donc ça, c'est l'onglet du poids. Ensuite, j'ai l'onglet derrière qui est exactement la même chose, le même visuel avec la fréquentation. Donc, ils vont rentrer, je ne sais pas, 200 convives. Et il y a un troisième onglet avec le coût, qui est exactement le même visuel aussi. Ils vont mettre, je ne sais pas, aujourd'hui c'était 2,10 € le coût de mon repas. Et en fait, dans le premier onglet qui est sur le poids, à droite, là, ils vont mettre oui ou non si c'est un produit végétarien. Et donc, en bas, là, ça va faire le calcul, la moyenne du poids des repas non végétariens, végétariens, et puis la moyenne totale. Pareil pour la fréquentation et pareil pour le coût. Il y a un tableau, il y a un quatrième onglet à la fin qui fait un récap de tout ça. En fait, c'est juste un fichier Excel avec des formules, hein, avec des liens et des... Ok, très bien. Et du coup, c'est vous qui l'avez mis en place, ça? Oui. D'accord. Ok. Bah après, il faut savoir que chez nous, on avait déjà travaillé sur le gaspillage depuis de nombreuses années. Ils avaient l'habitude de peser régulièrement, de toute façon. D'accord. Et il y avait un autre tableau où on leur faisait faire des pesées différenciées entre les retours de salle, l'épluche et puis le surplus cuisiné. Donc, en fait, on a juste changé de tableau. Là, il n'y a plus de détails parce que c'était impossible. On ne pouvait pas mettre les 3 postes de pesée avec en plus les repas végétariens. Donc, en fait, on a juste changé de tableau. Donc, c'est vrai que il a suffi de créer l'outil. Ils ont juste eu l'habitude de rentrer dans un tableau et maintenant, ils rentrent leur poids de déchets dans un autre tableau. Donc, le préalable, ce n'est pas vraiment le tableau, c'est de les habituer à peser leurs déchets, en fait. Et ça prend du temps. Oui, du coup, est-ce que vous pourriez faire un petit retour justement sur cette acceptation dans les cantines pour faire les pesées? Oui, on a commencé en 2014-2015. On a beaucoup travaillé au début avec ceux qui étaient volontaires. En fait, on a fait une démarche avec les syndicats de traitement de déchets qui avaient mis en place des composteurs et qui nous ont accompagnés sur des pesées différenciées. On a commencé avec les collèges volontaires. Il y a 46 collèges dans le Doubs. On a commencé avec 12 qui étaient vraiment volontaires. On a travaillé dessus, on a communiqué sur les pesées. Et à un moment, on leur a imposé tous de peser. Et ceux qui avaient du mal, j'y suis allée. J'y ai passé un temps assez important, mais j'y suis allée. J'ai été pesée avec eux au moins pendant plusieurs jours. Et après, j'ai envoyé un tableau à tout le monde, anonymisé, en disant, bah voilà, j'ai fait un classement, vous êtes tel numéro dans le classement, et pour qui se situe. Alors, il y en avait des très bons, dès le départ. Il y avait des très mauvais. Et le but, c'était que les très mauvais se rendent compte que bah, ils n'étaient pas bons, quoi, et qu'il fallait qu'ils se rapprochent des autres. Et voilà, en fait, on est parti comme ça. Et puis tous les ans, en fait, on faisait un appel à projet avec un accompagnement, au début avec le syndicat de traitement des déchets, et puis après sans eux. Après, je faisais toute seule, ou alors on a fait aussi un moment avec les CPIE, les centres permanents d'initiative en environnement, qu'on a payé pour ça. On a fait un appel d'offres et c'est eux qui ont répondu. On faisait l'éducation alimentaire au gaspillage, et voilà, en fait, on a commencé par les plus motivés, mais sur les 46, évidemment, il y en a 7 ou 8 qui traînent la patte depuis le début, et puis bah, ça, c'est comme ça, c'est humain, je veux dire, c'est toujours les mêmes et c'est normal. C'est comme ça. Mais ça prend du temps, ouais. D'accord, merci beaucoup. Je crois que Nathalie voulait intervenir aussi. Ouais, j'ai une petite question par rapport aux déchets. Là, du coup, ce sont les déchets totaux, c'est tout confondu ou c'est que le retour de salle? Alors, c'est le total, parce qu'en fait, quand on a commencé à travailler sur le gaspillage, on faisait, comme je disais au début, ils avaient un autre tableau, on faisait des pesées différenciées, il y avait retour de salle, il y avait surplus cuisiné, il y avait les pluches, et on mettait le pain à part. Il y avait 4 postes, parce que le pain, c'est facilement identifiable, et quand on en a trop de gaspillage de pain, c'est vraiment un truc qui est facile à résoudre, donc on faisait une pesée du pain à part. Là, on ne peut plus faire ça parce que c'est trop compliqué. Je ne peux pas leur faire remplir 4 postes avec en plus, vous voyez, le tableau, là, il est déjà un peu touffu. Donc, s'il faut rajouter les 4 postes, ce n'est pas possible. Puis bon, je pense qu'on n'en a plus trop l'utilité. Par contre, il n'y a plus les pluches dedans. Au début, on avait le poste des pluches, c'était pour évaluer notre gisement de biodéchets et aussi pour repérer un peu ceux qui faisaient beaucoup de frais et ceux qui en faisaient moins. Parce que forcément, quand il y a très peu de pluches alors qu'il y a un nombre conséquent de repas, c'est qu'ils ne font pas assez de frais, enfin, pas à notre goût. Mais là, il n'y a plus les pluches. Il y a le total des biodéchets, donc le retour de salle et puis le surplus cuisiné et le pain. Mais il n'y a plus les pluches, que c'est pas des. Et du coup, quand il y a du genre des poulets, enfin voilà, on voit pas. Vous faites une analyse en fonction du menu parce que du coup le gaspillage est un peu. Alors le jour où il y a du poulet, en fait, ce qu'on a adopté comme méthode depuis le départ, parce que l'os, en fait, c'est pas ou les peaux de melon aussi, en fait, ils pèsent
Maintenant, ils savent, ils pèsent, je ne sais pas, 5-6 os de poulet ou 5-6 peaux de melon. Ils savent qu'en moyenne, une peau de melon, ça pèse tant et qu'un os de poulet, ça pèse tant. Et ils savent combien de portions ils ont passé. Ils le savent de toute façon. Du coup, ils Et donc, déduisent. ils le déduisent, ouais. D'accord. C'est pareil. D'accord, du coup, quand il y a des pots de yaourt, des choses comme ça. Les pots de yaourt, ils ne sont pas pesés parce qu'ils sont triés à part. Donc ça, ils sont pas de... Parce que de toute façon, ils trient tous leurs déchets. Ça, depuis 2015, quand on a commencé à travailler sur le gaspillage, c'était aussi une action parallèle. C'est qu'on a, comme on avait une obligation de valorisation au bout d'un moment, ils font tous un tri de déchets. Il n'y a plus aucun collège, enfin nous, on n'en a plus aucun qui mélange les biodéchets avec le reste. D'accord. Ok, merci. De rien. Moi, j'en profite parce que j'ai une question aussi qui est peut-être plus générale sur la mise en place de la loi Egalim. Donc là, à partir de 2022, il faut mettre en place. Est-ce que vous savez s'il y aura des contrôles particuliers ou s'il y aura, je ne sais pas moi, des contraintes ou des sanctions? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y aura un contrôle particulier? Non, il n'y en aura pas. On a eu des réunions, des CRALIM qu'on a toujours fait en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est les comités régionaux d'alimentation. On a un monsieur du ministère qui est venu nous expliquer dans un des CRALIM que de toute façon, il n'y aurait pas de contrôle et que pour eux, le contrôle qui s'exerçait, c'était les parents parce qu'on a une obligation de rendu compte et que si vis-à-vis des usagers, on n'est pas bon, de toute façon, ce qui est vrai d'ailleurs un petit peu, on aurait forcément un retour par les usagers, mais qu'il n'y aurait pas de contrôle ni d'amende là-dessus. Ouais. Ok. D'accord. C'est un peu. On ne savait pas trop, du coup, on a parfois des questions. Nous, okay. Il nous l'a dit clairement, parce que plusieurs personnes lui ont posé la question. Ah oui. D'accord. C'est sûr que oui, même s'il n'y a pas de contrôle, forcément, les usagers seront là pour faire des. Oui, voilà. Ok. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de faire juste une petite pause de quelques minutes. Il est 6 sur mon horloge, on peut se dire jusqu'à 10, 4 minutes, et puis ensuite on écoutera Béatrice, du coup, qui nous expliquera, qui témoignera un peu sur la mise en place de la loi sur la ville de Nantes. Donc voilà, on se retrouve dans 4 minutes. Merci. Merci à tous. Donc, je vais passer la parole à Béatrice. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura aussi après un temps d'échange pour répondre à vos questions. C'est parti. Alors. Donc, oui, je vais commencer par faire une petite présentation très rapide donc, de la restauration scolaire à la ville de Nantes. Ville de Nantes, évidemment, grosse ville. Donc, on est aujourd'hui à 16 000 repas par jour qui sont livrés dans 88 restaurants scolaires de la ville, en liaison froide, bien évidemment, depuis une cuisine centrale donc, qui est en autogestion, cuisine centrale municipale. On livre également les centres de loisirs, à peu près 3000 repas par jour dans une trentaine de centres. Alors, on dépend de la direction d'éducation. On dépend de la direction de l'éducation. Au sein de la direction de l'éducation, il y a donc la cuisine centrale et puis il y a 4 territoires, nord, sud, est, ouest, qui gèrent le personnel des restaurants scolaires. Et dans nos restaurants scolaires, on a également des animateurs qui encadrent les enfants et qui sont salariés par une association privée, Léo Lagrange. Donc, nos partenaires les partenaires directs, immédiats, sont donc les personnels des territoires qui dépendent des territoires et Léo Lagrange. Donc, la loi Egalim à la ville de Nantes, bon, on l'a compris, la loi Egalim, il y a donc 5 thématiques. Plan de diversification des sources de protéines avec le repas végétarien notamment. Un focus sur l'information des convives. Dans nos menus, donc le choix des produits de qualité et des produits bio. La lutte contre le gaspillage alimentaire et puis l'interdiction des contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique. On va commencer par l'interdiction du plastique. C'est le plus rapide parce qu'à Nantes, pour l'instant,
notre cuisine centrale est organisée autour de l'utilisation de barquettes plastiques. Donc, c'est vrai, comme l'a dit Émilie, pour nous, c'est compliqué. On a, en 2019-2020, fait quelques expérimentations dans les restaurants scolaires avec des bacs inox, mais bon, du fait du contexte sanitaire, on a dû interrompre. Et cette année, on a mis en place des groupes de travail pour généraliser l'utilisation de l'inox en cuisine centrale et dans les restaurants scolaires, puisque l'option quasi la plus fréquente sur l'ensemble au niveau national, c'est l'utilisation de l'inox pour remplacer le plastique. Alors nous, on met en place quand même, en attendant la mise en place de l'inox, des barquettes en cellulose pour le reconditionnement dans les restaurants scolaires. Mais bon, la cellulose, on a assez peu de recul et puis donc les parents qui sont assez présents sur la restauration aussi et nos élus souhaitent que nous allions vers l'inox. Alors, la qualité des produits. Alors, pour pouvoir répondre à cet item de la loi, donc 50% de produits de qualité ou durables, dont 20% de bio, c'est sûr qu'il faut être très présent au niveau des achats, de l'organisation des achats. Et nous, les achats, eh bien, ils sont gérés au niveau de la cuisine centrale, donc dans le cadre de marchés publics, puisqu'on est municipaux, donc on doit répondre aux exigences des marchés publics. Donc, on intervient évidemment sur l'organisation et le choix des lots, sur la rédaction des cahiers des charges, l'analyse des offres et puis aussi tout un travail sur l'anticipation des besoins, notamment par rapport à la loi, mais aussi par rapport à des objectifs qui sont fixés par la collectivité. Donc, au niveau de Nantes, on peut dire qu'on est quand même dans une région qui est plutôt bien dotée en termes de ressources. On a pas mal de maraîchage bio, on a aussi des outils de transformation pour ces légumes, parce que c'est vrai que nous, à Nantes, on a une cuisine centrale sans légumerie. Donc, eh bien, on a un marché avec notamment un atelier de 4e gamme qui achète les produits maraîchers bio et les nettoie, les épluche, les râpe à notre demande. Ensuite, en matière de viande, on a aussi sur le territoire du veau, du porc bio et labellisé. Des volailles également. Les légumes secs, ça fait aussi partie des ressources importantes de la Vendée notamment. Le lait, alors sur la Loire-Atlantique, pas énormément de lait, en revanche, il y en a beaucoup en Mayenne, donc on a des produits laitiers, on a quand même à disposition pas mal de produits laitiers, des fromages et des vergers et également des meuneries bio. Donc tout ça pour dire que, alors je n'ai pas le pourcentage en tête, mais au niveau du bio, on a quand même pas mal de ressources sur notre territoire. Ensuite, bien sûr, c'est une chose de savoir qu'il y a des ressources, encore faut-il pouvoir y avoir accès. Donc, c'est vrai que nous, ça fait de nombreuses années qu'on est en lien avec les produits, enfin les faiseurs locaux, producteurs, transformateurs, et ce qui nous a permis peu à peu d'augmenter la part des produits bio, notamment dans nos menus de façon assez progressive. Et puis à Nantes, on a aussi, bien sûr, et ça c'est indispensable, une volonté politique forte pour aller vers des produits de qualité et des produits bio en particulier. Sur la diapo suivante, alors concernant le plan de diversification des sources de protéines et en particulier le menu végétarien, eh bien, ça passe évidemment par la mise en place d'un plan alimentaire adapté. Donc nous sur Nantes, on a fait le choix
d'instaurer le repas végétarien soit le lundi, soit le vendredi, de même que le repas avec du poisson, tout simplement pour que les familles qui ne souhaitent pas que leurs enfants mangent de viande ou du poisson aient un point de repère et puissent organiser l'inscription de leurs enfants en fonction des menus. Alors, la mise en place du repas végétarien, ça passe aussi par la formation des agents. Donc, nous, on a fait une formation sur 3 ans, entre 2016 et 2019, qui s'adressait à la fois à tous les cuisiniers de la cuisine centrale, mais aussi aux agents des restaurants scolaires. Donc, c'est une formation qui, en fait, était organisée en plusieurs modules et à chaque fois, le même groupe se retrouvait ensemble pour la matinée cuisiner des recettes végétariennes. Le midi, il y avait des invités pour déguster ces repas, des invités donc parmi les personnes qui sont concernées par la restauration scolaire, des animateurs, on a invité des médecins du service de santé scolaire, on a invité des gens des centres de loisirs, des ADSEM. Et l'après-midi, la session était une session plus théorique sur l'intérêt nutritionnel, l'intérêt gustatif des repas végétariens, et puis aussi beaucoup sur la communication. Comment eh bien, être pour les agents de restauration passer les messages auprès des collègues, auprès des enfants sur l'intérêt de ces repas végétariens. Donc, suite à cette formation qui a donc fini en 2019, on a eu des animations, des projets d'école autour de cette thématique. Et on a, dans une école, créé des séances avec les enseignants, avec les animateurs, donc séances en classe avec les enfants également pour parler du repas végétarien, atelier culinaire avec les enfants et les animateurs, menu thématique autour du légume, enfin du végétal plutôt. Donc là, on voit la petite photo de cette table avec les petits bocaux de haricots, de graines, de céréales. Voilà, dans un de nos restaurants scolaires. Et dans ce restaurant-là, on a aussi créé un livret de recettes à partir de recettes que les enfants ont ramenées de chez eux et pour certaines qu'ils ont expérimentées en atelier culinaire. Dans d'autres restaurants, on a fait des repas thématiques autour de l'Amérique du Sud, autour de l'Inde, et puis une soirée, une fête de l'école avec un buffet de recettes végétariennes. Donc, bon, la dynamique était bien enclenchée. Je ne vous cache pas qu'avec la Covid, ça nous a un petit peu freiné dans notre élan. Et aujourd'hui, il s'agit de remotiver les troupes. Et c'est vrai que c'est pas simple. En tout cas, on n'y est pas là actuellement, c'est clair. Nos collègues des restaurants scolaires ont d'autres préoccupations aujourd'hui. Donc, on continue, nous, à travailler à la cuisine centrale avec la mise en place d'une équipe R&D qu'on a formée et avec laquelle on travaille sur des recettes. Mais au niveau des restaurants scolaires aujourd'hui, tout est en stand-by. Donc, il faudra, je pense, redynamiser tout ça dès qu'on pourra. Alors, donc, je le disais, le plan de diversification des sources de protéines, donc à Nantes, on a donc fait tout ce travail de formation des agents. Au niveau de la cuisine centrale, donc mise en place d'un petit groupe R&D pour créer de nouvelles recettes. Après, on a aussi, sur le temps scolaire, par exemple, moi, je continue à aller dans les classes, donc j'essaie de sensibiliser les enfants aussi à l'intérêt pourquoi ce repas végétarien, quel intérêt. On essaie aussi, parce que le repas végétarien, bien sûr, il continue à être servi dans les écoles et on essaie de collecter des avis par l'intermédiaire de petits bons qualités qu'on a en place depuis de nombreuses années. Moi, je vais dans les restaurants scolaires le midi avec un cuisinier aussi souvent que je peux, donc ça permet de collecter des avis. La commission restauration, alors on en parle, enfin, ça fait pas partie on n'en parle
pas forcément souvent, mais pour moi, c'est un espace d'information et d'échange qui est très, très important et très intéressant puisqu'il regroupe tous les acteurs concernés par la restauration scolaire. On a à Nantes une commission restauration dans laquelle on accueille aussi les enfants. Donc en ce moment, on l'a fait en visio, c'est un petit peu moins dynamique, mais moi, je m'installe dans l'école avec 2-3 enfants et puis on a maintenu ces commissions en visio avec des parents, avec des gens de Léo Lagrange, la responsable de la cantine, avec d'autres collègues de la cuisine centrale et puis nos élus en charge de l'éducation et de la restauration scolaire. Et puis, on essaie de suivre les consommations, même si en ce moment, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu en stand-by parce qu'au niveau des salles de restaurants scolaires, on a trop de contraintes sanitaires pour pouvoir mettre en place, par exemple, des pesées. En revanche, je continue à faire quelques enquêtes sur des plats, les plats nouveaux, par exemple, savoir si ça plaît, comment ça a été consommé, mais ça reste assez, c'est pas aussi pragmatique quand même que des pesées. Alors, concernant l'information des convives, donc nous, on a créé une petite affiche pour donner les éléments d'information réglementaire s'agissant des produits de qualité et bio. Donc là, pour l'année 2020, donc, à Nantes, on avait 22,6% de produits bio et un tout petit pourcentage, 0,1% de produits de qualité, puisque c'est vrai que tout ce qui est produit sous signe officiel de qualité, on en avait très, très peu dans la restauration en 2020. Donc, la restauration en 2020 a été quand même assez perturbée du fait du confinement. On n'a pas servi les denrées qu'on sert habituellement. Aujourd'hui, là, sur le dernier trimestre 2021, on est à plus de 25% de bio et 2% de produits sous signe officiel de qualité, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire. Alors, on a actuellement 19 lots marchés en cours de consultation où là, plus de la moitié de ces lots sont des lots bio. Donc, on a fait une simulation avec la mise en place de ces nouveaux marchés. On devrait pouvoir atteindre un pourcentage qui est d'environ 35% de produits bio pour l'année prochaine. Alors, la lutte contre le gaspillage, oui, c'est compliqué en ce moment. Et le gaspillage, il faut l'entendre bien sûr depuis les achats jusqu'à l'assiette des enfants. Donc, même en temps de Covid, c'est vrai qu'on continue à être attentif au grammage servi, à les adapter si nécessaire. Alors, la gestion des effectifs, ça c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, c'est vrai, parce que voilà, on a des effectifs assez fluctuants du fait des conditions sanitaires. Mais là aussi, c'est important de… Alors, nous, les commandes des repas se font depuis le restaurant scolaire à peu près 15 jours à l'avance. Donc, les responsables des restaurants scolaires ont été formés aussi à la gestion de ces effectifs, savoir comment ne pas commander trop, mais commander suffisamment en fonction du contexte local de l'école. Et puis, bien sûr, la gestion du gaspillage, c'est aussi la formation des personnels qui encadrent les enfants, qui sont incités à goûter l'enfant, faire circuler les restes de table en table. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire, par exemple, en ce moment. Et puis, la pesée des restes assiettes. Ça s'est fait également dans quelques restaurants scolaires. Et puis, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi bien sûr la sensibilisation des enfants sur des temps autres que celui de la cantine, notamment en utilisant une malle pédagogique qui a été créée en collaboration avec Ecopol, qui s'appelle C'est OK de gâcher, et dans laquelle justement il y a plusieurs des jeux, il y a des astuces pour limiter un petit peu limiter le gaspillage et surtout sensibiliser les enfants à cette thématique. Alors, on a un projet depuis 1 an et demi pour diagnostiquer notre gaspillage alimentaire avec une entreprise qui s'appelle Phoenix, qui donc
doit venir faire des pesées sur une semaine dans un certain nombre de restaurants scolaires et leur laisser des outils pour qu'ensuite ces pesées soient prises en charge par les personnels du restaurant scolaire. Là, ça fait 2 ou 3 fois qu'on repousse cette action du fait du contexte, donc on espère pouvoir la mettre en œuvre dès la rentrée prochaine. Alors, au niveau de la gestion des surplus de production, des déchets, les dons. Alors, les dons, nous, on en fait depuis la cuisine centrale à une association qui s'appelle Pain Partagé, donc qui vient chercher les restes à la cuisine centrale et qui les redistribue à des publics précaires pour 1 euro symbolique. On a expérimenté des dons depuis les restaurants scolaires, mais en fait, ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que dans nos restaurants scolaires, on a très peu de restes qui sont qu'on peut donner, hein, puisqu'on peut avoir des restes au sein de la salle à manger qu'on ne peut pas exploiter, et les restes qu'on a dans notre frigo, ils sont très peu importants. Donc, on a un restaurant scolaire qui continue, mais globalement, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre compte tenu de notre organisation. Ensuite, la collecte des biodéchets. Alors ça, c'est quelque chose par contre qui a démarré il y a 2 ou 3 ans dans un restaurant scolaire et qui se généralise peu à peu. Alors, on a aujourd'hui 20 écoles concernées donc, qui stockent leurs biodéchets dans des grands palox, et on a une société qui s'appelle Compost In Situ qui récupère ces restes qui ne sont pas compostés et qui les composte, qui les amène en plein champ où ils sont compostés à la température réglementaire pour que ce compost puisse être réutilisé par les agriculteurs de la région, de l'agglomération nantaise. Voilà, donc j'ai fini par rapport à ce que j'avais à vous dire autour de la mise en place de la loi Egalim sur notre restauration scolaire. Je suis prête à répondre à vos questions, vos interrogations, n'hésitez pas. Merci Béatrice, on est pile poil dans le timing. J'ai fait vite, mais... N'hésitez pas si vous avez des questions. Pas de questions pour le moment. Alors, le temps que les questions se fassent, moi j'en ai une par rapport aux ressources et comment vous trouvez, comment vous avez été en lien avec les producteurs, etc. Première question, et comment vous avez pu contractualiser avec eux? Est-ce que c'est via un appel d'offres? Enfin voilà, comment... Alors bon, à Nantes, on a 16 000 repas jour, donc les gens, beaucoup de fournisseurs viennent vers nous. Après, c'est pas forcément ceux, effectivement qu'on a envie de connaître. Alors, on a fait aussi, ça, en fait, en ce qui concerne la bio, Manger Bio nous a beaucoup aidé parce que c'est clair qu'on ne... Pour un petit producteur, les marchés publics, c'est très compliqué. Déjà, pour des gens qui sont un petit peu habitués, c'est quand même un travail énorme. Donc, Manger Bio, en fait, c'est l'intermédiaire commercial entre nos producteurs et puis nous, les collectivités. Donc, on a commencé à travailler avec Manger Bio 44 il y a déjà de nombreuses années. Et ils ont répondu à nos appels d'offres. Ils avaient la capacité de répondre à nos appels d'offres. Ensuite, on a accompagné aussi certains projets. Je pense à l'atelier 4e gamme, la Féoduc, qui est installé au sein du lycée agricole Jules Rieffel. On a été contacté avant même la construction de cet atelier et on a participé à la mise en place de cet atelier qui aujourd'hui a aussi un marché avec nous sur les légumes 4e gamme. Donc, c'est vrai que ça s'est fait avec c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, les filières se structurent, c'est, je pense, un peu plus facile, mais il y a
il y a 7-8 ans, c'est vrai que ce n'était pas évident. Donc, c'est quelque chose qui se met en place peu à peu. Avec la mise en place du PAT, je pense que ça peut faciliter les liens. Quand on participe à un PAT, eh bien, on a des informations, on peut rencontrer des gens, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que, enfin, moi, je me souviens des premières rencontres avec des agriculteurs bio. On était, enfin, tout le monde, les deux parties étaient un peu suspicieuses, quoi, hein. Nous, on se disait, oh là là, est-ce qu'ils connaissent bien nos contraintes, nos contraintes sur l'hygiène, nos contraintes de livraison, nos contraintes de volume. Et puis eux se disaient, oh là là, de toute façon, la cantine, ils veulent du prix, que du prix. Donc, il a fallu qu'on apprenne à se connaître. Et manger bio a bien facilité les choses, ça c'est évident. Dans les peut-être plus petites collectivités, je sais qu'à la Flèche, dommage, il n'a pas pu être là du fait du décalage des vacances, mais ils ont travaillé aussi sur ce sujet-là. Et en fait, ils disaient que l'accompagnement des producteurs était aussi important pour qu'ils puissent accéder au marché public, parce qu'effectivement, c'est des choses pour lesquelles les petits producteurs ne connaissent pas. Et les moyens logistiques, ils n'ont pas toujours les moyens logistiques, donc il faut arriver à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde pour pouvoir faire du local. Enfin, lui, c'était plus la proximité locale. Il disait des fois, c'était moins avantageux de prendre du local parce qu'il n'y avait pas les moyens logistiques ou la connaissance de ce que la collectivité avait besoin. Enfin, voilà, donc des fois, c'est vrai que c'est plus de l'accompagnement des producteurs qu'autre chose. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou ça a été très clair pour tous? Alors moi, j'ai une autre question. Sur la malle pédagogique dont vous parliez, c'est à destination uniquement de la ville de Nantes ou alors ça peut être… Non, elle est disponible à Ecopol, hein, c'est eux qui la commercialisent. Donc, elle est accessible à toutes les personnes qui le souhaitent. D'accord. Ok, merci. On a vu des questions au dernier webinaire sur des informations sur la restauration collective qu'on avait remis dans le chat sur quels sont les composants prioritaires dans les menus de la collectivité. Que doit-on exiger dans le cahier des charges de la cuisine centrale pour le repas des enfants et comment motiver les enfants à manger un menu végétarien? Est-ce que ça a répondu un peu à ces questions, les deux interventions? Ou est-ce qu'il y a besoin de précision? C'était Alain qui nous avait envoyé ces questions. Oui, ça a répondu en partie aux questions qu'on avait posées sur le webinaire précédent. Oui, mais je vois, bon, c'est vrai que quand je vois la ville de Nantes, bon, avec le nombre de repas, le nombre d'écoles, forcément, c'est important. Et où je me pose la question, moi, c'est quelles sont les problématiques que les petites collectivités vont rencontrer pour pouvoir mettre en place cette loi Egalim, soit par leur restauration municipale, soit par, comme nous, c'est un prestataire qui intervient dans une cuisine pour l'EHPAD et les deux écoles, ainsi que le centre de loisirs. Donc, parce que les volumes ne vont pas être les mêmes. Donc, travailler avec les producteurs locaux, c'est faire les circuits courts, c'est un de nos objectifs, bien évidemment. Mais en termes de coûts, est-ce qu'on ne va pas être confronté à ce manque d'accompagnement des petits producteurs? Ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place avec le prestataire ou au niveau de la commune pour faciliter l'accès aux petits producteurs sur ces marchés publics et pouvoir se placer dans des prix, on va dire, normés et non pas exorbitants. Sans parler d'être moins cher. C'est vrai que moi, je ne peux pas répondre dans le cadre de d'une prestation extérieure. Je ne sais pas vous dire quel levier vous avez vis-à-vis de votre prestataire, si ce n'est
peut-être dans le cahier des charges, c'est-à-dire que le cahier des charges que vous rédigez, alors je ne sais pas sur combien d'années c'est en place, mais dans le cahier des charges, vous pouvez, là je pense, peut-être définir des exigences en termes de qualité des repas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les relations entre une ville et un prestataire, eh bien, comme document réglementaire, l'arrêté de 2011 est toujours en vigueur, hein, même s'il va être revu, mais c'est toujours l'arrêté qui est en vigueur. Et puis les recommandations du GMRCN de 2015. Donc ça aussi, hein, on en a parlé, ça va être revu. Donc on espère qu'avec la révision de ces différents documents, vous aurez plus de billes, hein, pour pouvoir exiger un peu plus auprès de votre prestataire. Mais dans le cadre d'un marché public, on ne peut pas exiger d'achat. Enfin, la préférence géographique au niveau des denrées n'est pas admise. Par contre, comme vous avez un prestataire privé, lui, il n'a pas ce frein-là, si vous voulez. Nous, on l'a en tant que collectivité, en tant qu'institution publique. Lui ne l'a pas, donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas acheter à des producteurs locaux. Et peut-être que les PAT, c'est aussi un levier. Bon, après, il faut sous réserve qu'il y ait un PAT sur les territoires, j'entends bien. Cathy, je ne sais pas si vous travaillez aussi sur ces sujets-là ou peut-être pas encore au niveau du PAT en Vendée. Oui, on travaille en effet on essaie de travailler en tout cas avec la restauration collective. Ce qui se passe de mon côté, c'est que du coup, voilà, le syndicat regroupe 2 communautés de communes. L'une d'elles porte la compétence enfance-jeunesse. Elle a en charge, voilà, tout ce qui est le marché public pour la communauté de communes. En revanche, l'autre communauté de communes, toute la gestion est encore à la charge de chacune des communes. Et du coup, en fait, la gestion est très compliquée. Moi, je ne peux que, entre guillemets, proposer des solutions, proposer de l'aide. Après, on voit qu'il y a aussi du mal du côté des chefs de restaurant à se saisir de tout ce qui est sujet sur la loi Egalim. En fait, tout ce qui est imposé par la loi Egalim, il y a encore du mal à s'engager là-dedans. Donc, on y travaille petit à petit. Il ne faut pas brusquer non plus les choses. Voilà. Et puis, je ne suis pas forcément celle qui a la compétence non plus pour agir là-dessus. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais on y travaille petit à petit. Alors, en fait, j'ai aussi travaillé, Émilie, je crois que tu en faisais partie aussi, on a travaillé un petit peu avec le CNFPT parce que c'est vrai que le formateur de la fonction publique, c'est le CNFPT. Et en ce moment, il réfléchit justement à des modules de formation autour de la loi Egalim pour les petites collectivités. Hein, donc ça, c'est un sujet à l'étude actuellement au sein du CNFPT. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir être mis en place parce que je pense que c'est très important. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'il fallait absolument qu'au sein de ces formations, il y ait à la fois les agents, mais aussi l'élu, peut-être en charge de la restauration, peut-être aussi le secrétaire de mairie ou la secrétaire de mairie qui est en charge de passer les commandes ou autres, et pour que la personne dans sa cantine ne se sente pas complètement isolée, parce qu'effectivement, elle a autre chose à faire qu'à aller chercher le petit producteur local pour passer ses commandes, quoi. Donc ça, j'espère vraiment que ça va pouvoir se mettre en place. Et du coup, est-ce que vous savez si ces formations, enfin les propositions de formation du CNFPT arrivent directement en mairie, ou est-ce qu'il faut aller faire la démarche d'aller chercher? Alors, en fait, ce qui est prévu dans ce projet-là, il y a une structure qui s'appelle le Sénat, c'est le Club Expert Nutrition Alimentation, qui va porter ce projet, et il y a une personne qui va appeler les collectivités pour leur proposer en fait la formation. Ouais. La formation, qui va faire du démarchage, parce qu'on sait très bien que même en envoyant à toutes les collectivités, dans les petites collectivités, ça n'arrive pas l'information n'arrive pas Tout à fait. Ouais. Okay. Jusqu'aux utilisateurs.
Et c'est prévu pour quand ça, vous savez? Normalement, l'échéance, c'était la rentrée 2022, là. Mais je D'accord. n'étais pas sûre que le calendrier va être tenu, compte tenu que ça a encore pris un coup de frein, là. Parce qu'on avait une réunion lundi là-dessus. Je n'ai pas pu me connecter lundi. Mais j'ai vu que Nathalie Jojo du CNFPT avait envoyé le compte-rendu. Normalement, oui. Mais enfin, ça va arriver, là, dans les mois qui viennent. Au pire, ça prend un peu de retard. Ce sera peut-être pas septembre, mais un peu après, mais ça va arriver, oui. D'accord. Ok. Si jamais il y en a certains qui ont la fond, vous pouvez nous la remonter aussi et nous, on la communiquera sur notre site internet pour les autres collectivités qui seront intéressées également. Et c'est vrai qu'on a bien en tête que là, c'était un peu une première introduction sur la loi Egalim et sur cette application, et qu'en fonction des collectivités de détail et puis de comment fonctionne dans la restauration, les contraintes ne sont peut-être pas les mêmes. On a bien en tête qu'en fonction, voilà, si c'est la ville qui gère son service restauration aussi, il y a un prestataire. Il faut pas, les leviers d'action ne sont pas les mêmes, donc ça fera sûrement l'objet peut-être d'un prochain webinaire ou d'un prochain temps d'échange pour qu'on puisse répondre à d'autres types de restauration collective. Oui, et puis on se rend compte des fois aussi que en fonction du restaurant qui a plus ou moins du matériel à disposition, plus ou moins de personnel, c'est déjà des choses à régler en amont presque de tout ce qui est atteinte de la loi Egalim. Alors, il y a en effet eu le plan de relance qui a pu aider en ce sens un petit peu pour certaines petites collectivités, mais ça ne règle pas tous les soucis. C'est quelque chose qui prend toujours du temps, en fait. Régler ces problèmes d'outillage, du matériel. Ouais. Il faut y aller par étapes. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'application, enfin par rapport à cette loi et sa mise en œuvre en restauration collective? Sinon, je vous propose, on a un peu d'avance, mais on va conclure tranquillement. On va vous proposer donc juste les prochains webinaires. Donc, le prochain aura lieu le 18 mai et ce sera le programme VIF, Vivons en forme, qui va parler de leur programme pour accompagner les collectivités sur tout ce qui est prévention, santé, obésité. Et puis le 22 juin, ce sera Graines, un réseau qui travaille sur tout ce qui est environnement. Et là, on fera un focus sur l'alimentation, la santé et l'environnement, qui est un peu à l'ordre du jour en ce moment. Donc voilà, on fera un webinaire là-dessus. Et puis voilà, ça c'est pour les 2 prochains webinaires. On vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet toutes les informations sur l'onglet collectivité, les webinaires thématiques et, donc avec les replays, une mallette d'outils qui reprend différents éléments sur les thématiques qui peuvent intéresser les collectivités et des exemples d'actions si vous êtes à la recherche d'inspiration. En tout cas, on a essayé d'en recenser. N'hésitez pas aussi à nous en partager si vous en faites. N'hésitez pas à nous les partager pour qu'on puisse les valoriser et les diffuser sur notre site internet. Et pour finir, sachez qu'on reste là pour vous aider et pour faire avancer vos projets. On peut vous accompagner dans l'animation de réunions pour travailler sur votre projet, pour développer l'interconnaissance entre acteurs d'un même territoire, ou pour partager une vision commune, ou même définir un plan d'action réaliste en essayant vraiment d'impliquer toutes les parties prenantes de votre projet. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des questions. Et puis, eh bien, est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir ou pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a des conclusions particulières? Moi, je veux bien poser une petite question, c'est Nathalie. C'était par rapport au menu végétarien, au repas végétarien. Je vais poser la question à Béatrice. Par rapport au plat où il y a céréales, légumineuses, est-ce que vous arrivez à chaque fois à atteindre au niveau des protéines l'apport suffisant, enfin au minimum les 5 grammes là, pour 100
C'est 5 grammes de pas, c'est protéines. pas toujours compliqué, hein. évident. On y arrive avec les lentilles de façon assez simple. Enfin, assez, oui, c'est assez facile d'y arriver avec les lentilles. Avec les haricots rouges, par exemple, c'est compliqué parce que il faudrait mettre des quantités importantes. Alors moi, je ne te cache pas qu'on essaie de faire un plat qui plaise aux enfants, qui soit cohérent au niveau des habitudes alimentaires et pas forcément, avec un taux protidique adapté, sachant quand même que dans nos menus, on a des produits laitiers systématiquement. Donc, l'apport en protéines, il ne pose pas de problème au niveau de... On couvre les besoins sans problème en France, hein, et avec des repas végétariens, il n'y a pas de souci. Bon, ce jour-là, même s'il y a un petit peu moins de protéines, c'est vrai que c'est pas dramatique, même si je fais aussi partie des gens qui disent qu'il faut encadrer les choses parce que en matière de plats végétariens, on voit de tout et n'importe quoi, hein. Il y a pléthore de plats, un petit peu comme en GMS, avec des compositions qui sont parfois qui font peur. Donc, il faut encadrer. Après, est-ce que c'est le taux protidique sur lequel il faut s'attacher? Est-ce que c'est pas plutôt sur les... Enfin, il faut aussi faire attention aux ingrédients, il faut aussi faire attention à l'équilibre global du menu du jour. Donc, il y a plusieurs paramètres et peut-être pas s'attacher tous les jours strictement à l'apport en protéines. Je sais Moi, je pas, suis bien d'accord avec toi. si tu es d'accord, mais on est plutôt dans cet état d'esprit-là, même si, hein, je le répète, il faut quand même encadrer les choses, hein. Parce que c'est vrai que quand on met des pois chiches ou des haricots, autrement, si on en met trop, c'est pas manger. Du coup, enfin, voilà, on Ouais, n'atteint ouais. vraiment pas notre objectif. Et on y va à tâtons. Sur les nouvelles recettes, moi, j'ai du mal. Enfin, nous, à Saint-Nazaire, on a 26 sites, enfin 20 à Saint-Nazaire. C'est bien compliqué, surtout cette temps-ci, à faire des pesées. J'espère que là, au mois de mai-juin, j'essaierai d'en refaire dans les écoles, d'en refaire. Mais ouais, je vois bien que quand c'est des plats végétariens avec des céréales légumineuses, s'il y a trop de légumineuses, c'est pas correct à Ouais. manger. C'est pas encore dans les habitudes des enfants chez nous. C'est un peu compliqué. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut garder les fréquences recommandées du CNRC sur un cycle, celle dont je parlais tout à l'heure, où il y a un plat à base de fromage, ça, on sait que c'est bien mangé, même si c'est gras. Il y a un plat à base d'œufs qui est plutôt bien équilibré au niveau protéines. Il y en a peut-être un à base de soja sans en abuser. Et puis, il n'y en a que deux. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait aux céréales légumineuses, parce qu'on sait très bien que même si c'est mieux nutritionnellement parlant, c'est ce qui est le moins bien mangé. Donc, il faut y aller par étapes, quoi. Et puis, je pense que les plats, les légumineuses, on est aussi dans la redécouverte, hein, c'est-à-dire que c'est des plats qu'on ne faisait quasiment plus. Donc, moi, je vois leur intérêt là-dedans aussi, dans le fait qu'on fait découvrir aux enfants à nouveau les légumes secs. Et même si on a un peu moins de protéines, on sait que ça fait partie de l'apprentissage des goûts, on sait que c'est intéressant au niveau des fibres. Voilà. Et puis, c'est intéressant d'un point de vue pédagogique aussi parce que souvent on les associe avec des céréales, donc ça permet aussi de parler de complémentarité. Et je pense qu'il ne faut pas s'attacher à la valeur absolue des protéines, quoi, hein. Ouais. Et les animations a vraiment eu un impact, le fait des séances avec les enfants, la manette pédagogique, c'est ça. Alors, la mallette pédagogique, elle est axée sur le gaspillage alimentaire. Donc, oui, on fait. Alors, dans ce cadre-là, il y a des pesées, des restes assiettes. Alors, à Nantes, on a un service à table, hein, on n'a pas de self pour l'instant en maternelle comme en élémentaire. Donc, ça permet de retravailler avec les enfants sur le fait d'apprendre à se servir en fonction de son appétit, hein. Donc, c'est là tout l'intérêt de ce travail autour du reste assiette, quoi, hein. D'accord. Oh, merci. Donc, merci à tous d'avoir participé et surtout un grand merci à Émilie et Béatrice de nous avoir partagé votre
votre expérience et votre expertise sur l'application de la loi Egalim. On voit que c'est un monde et qu'il y a plein de sujets derrière finalement la loi Egalim. Donc, merci d'avoir introduit cette thématique. Sachez, juste pour info, on a oublié de le mettre là dans le diapo, mais on organise le Forum régional nutrition au mois d'octobre, le 12 octobre 2021, qui se déroulera à Angers. Alors en live et on espère un peu en présentiel, hein, soyons optimistes. Et donc, on aura une session sur la restauration collective et notamment sur l'application de cette loi, voilà, avec différentes visions, à la fois pour tout ce qui est côté santé, mais aussi environnement avec l'application de la loi Egalim sur la restauration collective, en collectivité, mais aussi en établissements médico-sociaux comme les EHPAD, par exemple. Donc, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, hein, mais vous aurez sûrement l'information, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous y inscrire. Ça pourra faire aussi du lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, eh bien, nous sommes assez ponctuels aujourd'hui. Merci à tous, en tout cas, de votre participation. Encore merci à Émilie et Béatrice, et puis à très bientôt pour un prochain webinaire.